che se l'Orio Massarini sostiene di forza. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Il vous est peut-être arrivé un jour ou l'autre de penser à un ami dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps et hop, voilà qu'il vous appelle en vous disant que lui aussi, justement au même moment, pensez à vous. Vous avez peut-être également un animal de compagnie, vous savez, un chien ou un chat qui, on a l'impression par ses réactions qu'il devine vos pensées. Il sent que vous allez rentrer à la maison, par exemple, bien avant tout le monde, alors que rien ne laisse présager l'heure de votre retour. Mais lui, il le sent 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure avant. Vous étiez arrivé également de penser à une chose et que votre compagnon ou votre compagne vous en parle juste au moment où vous étiez en train de le penser sans rien dire, évidemment. Eh bien, figurez-vous que tous ces phénomènes rentre dans le dossier de la télépathie, un dossier que nous allons ouvrir ensemble ce soir et explorer jusqu'à minuit. Alors, je compte sur vous pour nous raconter les expériences de télépathie que vous avez vécues, notamment si vous avez vécu des phénomènes de télépathie avec votre animal de compagnie, votre chien, votre chat, qui sait l'heure à laquelle vous allez rentrer. Ça, c'est quand même assez fascinant. Donc, comme tous les samedis et dimanches soirs, Cyril est au standard, il attend vos appels au 0826 300 300, vous pouvez l'appeler dès maintenant pour lui faire part de ce que vous avez vécu dans ce domaine. 0826 300 300. Alors avec moi pour essayer de cerner ces phénomènes, plusieurs invités. Je commence par Bernard Auriol, qui est médecin psychiatre. Il a monté et réalisé une longue expérience sur la télépathie. Il en prépare d'autres actuellement. Il est également membre de l'IMI, l'Institut Métapsychique International à Paris. Bernard Auriol, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir. Et vous avez été notre premier invité, rappelez-vous. Mais c'est vrai. Et cette fois-ci, les micros marchent tous. Enfin, jusqu'à maintenant. Je suis ravi de l'apprendre. Vous vous rappelez que quand vous étiez venu, les micros tombaient en panne les uns après les autres. Oui. À croire qu'il se passait quelque chose d'étrange dans... Il ne sera pas en direct avec nous, j'ai enregistré l'interview que vous allez entendre tout à l'heure. Vendredi, c'est un des spécialistes mondiaux de la télépathie, entre autres, entre les animaux de compagnie et leur maître. C'est un Anglais, s'appelle Rupert Sheldrake. Il est docteur en sciences naturelles de l'université de Cambridge, s'il vous plaît, et il est auteur de nombreux ouvrages sur la télépathie. Tous ses livres, d'ailleurs, ont été traduits en français et tous sont parus aux éditions du Rocher. Nous écouterons son interview et sa théorie qu'il développe, qu'il appelle lui la théorie des champs morphiques. On verra ce dont il s'agit tout à l'heure. Mais en attendant, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour nous faire part justement des phénomènes de télépathie que vous avez vécus. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Avant d'ouvrir le dossier concernant la télépathie, on va parler un petit peu de l'expérience qui est en cours avec vous. Et nous, les aventuriers de l'étrange, vous vous rappelez, dimanche dernier, je vous avais demandé de m'écrire, vous pouvez continuer à le faire d'ailleurs, pour recevoir un secret pour passer le feu. Effectivement, je vous rappelle l'histoire rapidement. Une dame âgée, il y a plusieurs années, m'a envoyé à Sud Radio une lettre avec un secret pour passer le feu, me disant que elle n'avait personne à qui le communiquer, à qui le transmettre. Donc elle me le transmettait à moi et charge à moi après de le donner à qui je voudrais. Eh bien, je vous ai proposé dimanche dernier de m'écrire, de m'envoyer un courrier avec à l'intérieur du courrier une enveloppe timbrée à votre nom pour que je puisse vous renvoyer ce secret pour passer le feu. Charge à vous de l'essayer quand l'occasion se présente, bien entendu, surtout de ne pas brûler quelqu'un pour voir si ça marche, hein, soyez prudents, je compte sur vous. Et en revanche, le jour où vous allez l'essayer, de me téléphoner au 0826 300 300 pour vous me disiez si ça a marché ou pas, et surtout dans quelles conditions. Eh bien, figurez-vous que hier, nous avons trouvé avec Grégory, mon réalisateur, un témoignage sur notre boîte vocale au 0826 300 300 de Chantal qui nous a dit ceci. Écoutez. Bonjour Monsieur Bénédicte, je vous appelle parce que j'ai reçu votre courrier sur
sur le secret pour passer le feu ce matin. Et excusez-moi, mais je suis encore tout émue parce qu'il vient de m'arriver une aventure. C'est-à-dire que je me suis brûlée assez sérieusement il y a à peu près plus d'une heure en mettant ma main dans le four où j'y avais mis des tomates à cuire sur le grill. Je me suis brûlé le dessus de la main et tout d'un coup j'ai repensé à ce secret et j'ai dit pourquoi pas essayer. Je l'ai essayé et ça fait maintenant une heure et je n'ai plus aucune trace sur ma main, je n'ai plus aucune douleur sur ma main. Et je voulais témoigner parce que j'étais assez sceptique, bien que je savais que ça existait puisque ma grand-mère le faisait. Mais je ne pensais pas, moi, pouvoir le faire parce que je me disais, il faut avoir un don pour que ça marche. Et je suis là, vraiment, j'en ai le cœur qui bat, j'en reviens pas. Je n'ai plus rien. Voilà, je vous remercie déjà de m'avoir envoyé ce secret qui m'a bien servi ce soir. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Donc Chantal a reçu, vous l'avez entendu, ce secret. Elle l'a essayé tout en étant sceptique et je trouve ça très intéressant. Et puis, ma foi, tant mieux, ça a fonctionné pour elle. Bon, attention, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner avec tous ceux et celles qui nous ont fait la gentillesse. Et on a reçu une centaine de lettres, donc ce qui fait pas mal. Tous ceux et celles qui vont recevoir ce secret pour passer le feu, mais peut-être que ça peut fonctionner dans de nombreux cas. Donc, si ce secret pour passer le feu vous intéresse, si vous avez envie de participer à cette expérience, eh bien écoutez, vous nous écrivez Les Aventuriers de l'Étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071, Toulouse CEDEX. Je vous envoie ce secret pour passer le feu et charge à vous ensuite de l'essayer et de nous dire, surtout comme Chantal, si ça a fonctionné ou pas. D'ailleurs, les témoignages négatifs nous intéressent également. En attendant, nous allons parler de télépathie et je compte sur vous pour venir nous rejoindre 0826 300 300. Bernard Auriol, voyons un petit peu avec vous ce dossier concernant la télépathie. D'après vous, est-ce que la télépathie est le phénomène paranormal qui est le plus répandu chez tout un chacun? En tout cas, c'est celui qui est le plus souvent attesté par beaucoup de gens, même si on aurait sans doute intérêt à étendre la notion de télépathie à celle de précognition, puisque je pense que fondamentalement, il ne doit pas y avoir de réelle différence entre les deux. C'est-à-dire que ce serait de la voyance, une sorte de voyance, la télépathie. Le mot voyance me gêne un peu parce qu'il est utilisé de diverses façons. Ouais, en tout cas, le fait d'être en communication avec un autre être dans l'instant ou à travers le temps également. C'est-à-dire, par exemple, qu'un événement futur nous soit envoyé depuis le futur. Oui. Mais donc, la télépathie est peut-être parmi tous les phénomènes paranormaux que l'on constate, celui dont les gens parlent volontiers. C'est-à-dire que si on vit ce genre de phénomène, on n'a pas peur d'en parler parce qu'on se dit, je vais pas passer pour un fou ou pour un allumé, quoi. Bien entendu, d'autant que la télépathie a forcément un statut légèrement ambigu, étant donné que on peut être conscient de la pensée d'un autre, non seulement par une réelle télépathie qu'on pourra définir dans le champ parapsychologique, mais aussi parce que tout simplement on observe cet autre, on voit quels sont les mouvements de son visage, si la pupille de son œil est dilatée, s'il transpire. Une espèce de langage inconscient, c'est ce que vous êtes en train de nous dire comme ça, que nous on interpréterait, mais sans de manière inconsciente, quoi. Bien sûr, on ne peut d'ailleurs que très difficilement distinguer ce genre de communication de celui de la télépathie, sauf que dans la télépathie, la transmission se fait indépendamment, par exemple, de la présence physique de l'autre. Donc il devient beaucoup plus difficile de l'expliquer de cette façon. Complètement. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux cas comme ça auxquels vous avez été confronté de télépathie? Oui, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, dans ma pratique, me font part de phénomènes qu'ils estiment être télépathiques. Alors, dans certains cas, j'ai des forts doutes, dans d'autres, il me semble assez convaincant. Par exemple, quelqu'un qui
c'est que telle personne va l'appeler au téléphone et ouais. ça il se le produit, sent avant. Un phénomène banal, mais qui nous paraît banal, mais qui dans le fond ne l'est pas complètement, puisqu'il n'est pas admis par tout le monde que ce type de phénomène soit de type télépathique, parce qu'on peut évidemment supposer que mais un tel m'a pas appelé depuis longtemps, aujourd'hui il va m'appeler parce qu'il y a longtemps. Alors on dira mais quand même aujourd'hui, pas demain, pas hier. Alors, l'objection sera, oui, mais peut-être hier, vous avez déjà pensé qu'il devait vous appeler, puis il ne l'a pas fait, vous avez oublié que vous y avez pensé, et aujourd'hui, voilà. Donc, on peut toujours discuter, si vous voulez, mais il existe des expériences pour vérifier ce type de phénomène. Et puis, les gens qui les vivent ne sont pas aussi naïfs que de penser que parce qu'ils ont attendu, c'est aujourd'hui, puis ils l'oublient ensuite. Je pense que dans un certain nombre de cas, on peut attester que le phénomène existe. Et en tout cas, vous parliez de Rupert Sheldrake. Il a fait des expériences extrêmement détaillées, précises, qui semblent bien montrer que si par exemple on me téléphone, quand je dis moi, pas forcément moi d'ailleurs, si on me téléphone, je peux déterminer d'une manière tout à fait intuitive, en fait télépathique, que c'est plutôt telle personne que telle autre. Oui, d'ailleurs, ça a été l'objet d'une des expériences qu'il a renouvelées très très souvent. Voilà. Et nous allons nous accorder une pause et ensuite vous allez nous présenter un peu plus en détail qui est Rupert Sheldrake et nous écouterons l'interview que j'ai réalisée donc vendredi. Je vous rappelle que c'est vraiment un des spécialistes mondiaux de ce type de phénomène. Il a écrit des livres relatant des expérience tout à fait étonnante et quand il se déplace, il ne fait pas semblant, il vient avec une batterie de scientifiques. Les expériences ont des protocoles expérimentaux très solides, c'est filmé, c'est enregistré, c'est vraiment du très très solide et pour tout vous dire, il est quand même diplômé de Cambridge et Cambridge n'a pas l'habitude de diplômer des zozos un petit peu légers dans leur démarche intellectuelle. Donc dans les aventuriers de l'étrange, nous allons parler de la télépathie jusqu'à minuit et si vous pensez avoir vécu justement ce type de phénomène, notamment peut-être avec votre animal de compagnie, vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous raconter ce que vous avez vécu. Robin Williams avec Advertising Space sur Sud Radio. Robbie Williams d'ailleurs. Nous parlons dans les aventuriers de l'étrange de ce phénomène de télépathie que vous avez peut-être vécu d'ailleurs. Venez nous raconter ce que vous avez vécu. Vous pensiez à quelqu'un et tac, le voilà qui l'appelle. Vous pensiez à quelqu'un et en allant à la boîte aux lettres, ce jour même vous avez une lettre de cette personne ou bien d'autres phénomènes de télépathie que l'on peut vivre dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. 0826 300 300. Venez nous rejoindre, Cyril est au standard pour recueillir vos témoignages. Avec nous, notre référent scientifique ce soir, Bernard Auriol, docteur, psychiatre. Bernard Auriol, présentez-nous avant que nous écoutions l'interview de ce spécialiste. Rupert Sheldrake, qui est-il? Diplômé de Cambridge, je l'ai dit, et ça fait plusieurs années qu'il mène des expériences sur la télépathie. Oui, parce qu'il s'y intéresse non seulement au sens de la télépathie classique, c'est-à-dire entre deux êtres qui se communiquent des informations sans en être forcément conscients, également entre un être humain et un animal, ou entre deux êtres humains, mais il s'est intéressé aussi, et il a publié sur ce sujet auparavant, à ce que vous avez appelé tout à l'heure les champs morphiques, c'est-à-dire une sorte d'ambiance qui imprègne, pour ainsi dire, une époque. Et par exemple, il pense que si simultanément, à une certaine époque, plusieurs chercheurs ont la même idée, produisent la même invention, font la même découverte, bien sûr, c'est lié en partie au développement actuel de la science considérée, mais ça pourrait être, d'après lui, une sorte justement d'influence réciproque ou d'un de ces champs morphiques qu'il définit justement comme une
une sorte d'ambiance d'idées ou d'ambiance psychique qui fait surgir ces phénomènes simultanément. Ça, c'est vraiment sa grande théorie qu'il est en train de développer. Et nous allons donc l'écouter tout de suite. Je rappelle que cette interview a été réalisée vendredi, en anglais évidemment, puisque Rupert Sheldrake est anglais, et la traduction évidemment suit tout de suite après les propos de Monsieur Sheldrake. Écoutez. Mr. Sheldrake, good evening. Good evening. I'm very proud to welcome you in my broadcast. Monsieur Sheldrake, bonsoir. Je suis vraiment ravi et très honoré de vous avoir dans mon émission Les Aventuriers de l'étrange. Vous avez écrit plusieurs livres à propos de la télépathie. Télépathie entre les êtres humains et entre les êtres humains et leurs animaux de compagnie. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous raconter une histoire que vous trouvez tout à fait exemplaire dans le cadre de vos études? Well, I think with animals, the kind of story that's most exemplary is dogs and cats. Je pense que les cas les plus exemplaires sont à propos des chiens et des chats qui devinent le moment du retour à la maison de leur maître. Je vais commencer avec une histoire d'un chien et de sa maîtresse, une jeune femme vivant à Manchester, en Angleterre. Son chien savait toujours quand elle rentrait à la maison. Sa famille le devinait tout simplement en observant l'animal. Le chien commençait à attendre environ 15 minutes avant le retour de sa maîtresse. Sa maîtresse avait un travail et la famille pensait que l'animal réagissait par routine. Mais un jour, elle a perdu son travail. Et elle s'est mise à rentrer à des heures tout à fait irrégulières. Mais son chien devinait son retour une demi-heure avant. Nous avons fait une centaine d'observations de ce chien en le filmant. Étant sur place, j'ai appelé au téléphone cette jeune femme qui ignorait elle-même l'heure de son retour. Sa famille l'ignorait aussi. Elle était en taxi et elle revenait de visiter ses parents. Elle se trouvait à plusieurs kilomètres de son domicile pour cette expérience. Et à chaque fois, le chien devinait son retour quand elle-même décidait qu'elle allait revenir. Donc, le chien captait son intention. Et ce fait est très commun pour plus de 50% des chiens. En revanche, seuls 30% des chats devinent le retour de leur maître. Has your opinion, which are the most telepathic animals or pets? Selon votre opinion, quel est l'animal qui a le plus de talent de télépathie parmi les animaux de compagnie? Probably dogs. But the closest rival would be African. Probablement les chiens, mais les plus doués seraient les perroquets gris d'Afrique. Les perroquets ont un très fort attachement avec leurs propriétaires. Et ils ont une grande sensibilité et attention vis-à-vis de leur maître. You wrote in one of your books a story between a painter and her pet, her parrot. Vous avez écrit dans un de vos livres une très belle histoire à propos d'une jeune peintre et de son animal de compagnie qui était un perroquet gris d'Afrique. That's right. She's an American and she has a parrot which has a huge vocabulary. C'est vrai, c'est une Américaine qui possède un perroquet qui a beaucoup de vocabulaire. Il possède plus de 1000 mots, il s'exprime avec des phrases et il a une capacité de langage tout à fait remarquable. Mais cela n'est pas la seule chose remarquable chez cet animal. Il a la capacité de saisir les pensées de sa maîtresse. Il répond par phrase à ce qu'elle pense. Une nuit, il l'a réveillée en commentant le rêve qu'elle était en train de faire. Nous lui avons donc proposé des expériences avec son perroquet. Elle a regardé une photo qui était au préalable enfermée dans une enveloppe, elle était filmée dans une pièce, et dans une autre pièce, à un autre étage, se trouvait son perroquet. Et nous avons entendu le perroquet commenter la photo avec des mots qui correspondaient exactement à ce qu'il y avait sur le cliché. C'est beaucoup plus que ce que l'on pouvait expliquer par de la chance, c'était de la télépathie. Cette expérience a d'ailleurs été publiée dans une revue scientifique consacrée aux animaux. Can you now explain to us your theory that you call the morphic fields? Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer votre théorie qui parle de champs morphiques? Morphic fields are
like magnetic fields or gravitational fields, they're regions of influence. Les champs morphiques sont comme les champs magnétiques ou les champs gravitationnels. Ils régissent des espaces précis ou des personnes. En ce qui concerne la télépathie, ils connectent entre eux des gens d'un même groupe social. Par exemple, un groupe d'oiseaux volant dans le ciel. Tous les membres du groupe réagissent en même temps, comme s'ils réagissaient à l'influence d'un champ magnétique. C'est la même chose pour un banc de poissons qui peut réagir en groupe très vite et changer de direction. Je pense qu'un groupe social a son propre champ morphique. Lorsque ses membres sont très proches les uns des autres, le champ morphique coordonne leurs mouvements. Lorsqu'un individu, par exemple, s'éloigne pour aller chercher de la nourriture à plusieurs kilomètres, eh bien, je pense que le champ morphique le garde connecté avec le reste du groupe. Et ce que vit celui qui est seul affecte le groupe dans sa totalité, quelle que soit la distance. Je pense que c'est la base même de la télépathie. Cela ne peut pas fonctionner entre un groupe d'animaux et un animal étranger ou un groupe d'êtres humains et un étranger. Cela ne peut fonctionner entre des animaux qui se connaissent bien ou des êtres humains qui se connaissent bien. So each group or family create its own morphic fields. Donc si j'ai bien compris, chaque groupe ou chaque famille crée son propre champ morphique. That's right. Each group or family has its own morphic field. C'est exact. Chaque groupe ou famille a son propre champ morphique, comme une équipe de foot par exemple. C'est exact. Chaque être humain de notre société appartient à un groupe familial, une équipe, un groupe scolaire, un club ou autre. Nous appartenons à différents groupes sociaux. Chacun d'eux a son propre champ morphique et une équipe de foot a également son propre champ morphique. According to your results, are the women more telepathic than the men? Selon vos résultats expérimentaux, est-ce que les femmes sont plus douées pour la télépathie que les hommes? Yes. In most of Definitely, our yes. surveys, the women turn out to be more telepathic than men. Absolument. Les femmes sont beaucoup plus douées pour la télépathie que les hommes. C'est une croyance populaire qui est prouvée par mes expériences scientifiques. On what are you currently working? Sur quoi êtes-vous en train de travailler actuellement? I'm currently designing telepathy tests that can be done on the internet. In fact, I have one. Je suis en train de mettre au point des expériences télépathiques réalisées sur Internet. Cette expérience est sur mon site, n'importe qui peut y participer. L'Internet offre de gros avantages pour des expériences sur la télépathie, car nous pouvons connecter des individus entre eux malgré la distance, quelle que soit la distance, tout autour du monde. L'expérience que je propose actuellement sur mon site Internet consiste pour chaque individu de s'inscrire, de choisir 2 personnes qu'elle connaît, et elle leur envoie un message dans un temps imparti. Et ceux qui reçoivent le message doivent deviner avant de le recevoir qui leur envoie justement ce message. Ensuite, nous analysons les résultats, les scores, en les comparant avec les résultats qu'ils auraient obtenus grâce à la chance. Ainsi, nous déterminons s'il y a eu un phénomène de télépathie ou pas. Have you got personally a pet? Est-ce que vous avez, vous, personnellement, des animaux de compagnie? Have you got some telepathic message with them? Et est-ce que vous avez également des expériences télépathiques avec eux? Malheureusement, non, je n'ai pas d'expérience télépathique avec mes animaux. Ce sont 2 chats. Ils sont plus télépathes avec mes enfants qu'avec moi. Mais l'action la plus remarquable qu'ils font, c'est quand, par erreur, nous les enfermons dehors la nuit, ils envoient alors un message télépathique à ma femme. Elle se réveille au milieu de la nuit avec la vision du visage d'un de nos chats devant son visage. Elle se lève donc en comprenant que nous avons laissé les chats dehors et quelqu'un doit aller leur ouvrir la porte. Les 3/4 du temps, c'est moi. Et effectivement, une fois la porte ouverte, je trouve le chat grattant justement devant la porte.
So they talk telepathically with your wife or your children, but not with you. Donc finalement, ils ont des expériences télépathiques avec votre femme ou vos enfants, mais pas avec vous. Not with me, unfortunately, no. Pas avec moi, malheureusement. Thank Mr. Sheldrake for being in our broadcast. Merci, Monsieur Sheldrake, d'avoir participé à cette émission. Et à très bientôt, j'espère, dans les Aventuriers de l'étrange. Thank you. Okay. Bye. Bye. C'était donc l'interview de Rupert Sheldrake, qui est un des spécialistes, un des meilleurs spécialistes au monde de ce phénomène de télépathie, avec notamment les animaux de compagnie. Vous avez entendu cette histoire absolument hallucinante entre cette jeune peintre qui vit à Manhattan, à New York, et son perroquet gris d'Afrique, qui a 1000 mots dans son langage, dans sa petite cervelle d'oiseau, sans que ce soit péjoratif, et qui est doué d'un sens télépathique absolument hallucinant. D'ailleurs, si cela vous intéresse, le site internet de Monsieur Sheldrake est vraiment très complet. Attention, c'est un site en anglais, hein. Malheureusement, j'espère qu'un jour ils auront la bonne idée de le traduire en plusieurs langues, mais je vous donne son adresse quand même. C'est sheldrake.org, donc c'est SHELDRAKE.org, O-R-G, je vous le redonne. Sheldrake, ça s'écrit SHELDRAKE.org, et là vous allez pouvoir éventuellement participer à ce test qu'il a mis en ligne, test de télépathie que vous allez pouvoir réaliser en temps réel. Quant à un de ces livres qui est très intéressant, je vous recommande Le Septième Sens, qui est un gros bouquin où il relate justement toutes ces expériences qu'il a faites avec des animaux et leurs maîtres. C'est aux éditions du Rocher, un excellent bouquin. Une pause dans les Aventuriers de l'étrange et on se retrouve pour commenter avec mon invité, le docteur Bernard Auriol, ce que vous d'entendre ce que Rupert Sheldrake nous a dit. Et évidemment, j'attends vos réactions si vous aussi vous avez vécu ce phénomène de télépathie qui est un très joli phénomène. Vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Nolwenn Leroy, histoire naturelle dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous parlons de télépathie. Je compte sur vous pour venir nous rejoindre si vous avez vécu ce phénomène de télépathie au 0826 300 300, 0826 300 300. Bernard Auriol, docteur Auriol, revenons à ce que nous a dit Rupert Sheldrake. Vous m'avez dit que vous aviez vu le film avec ce fameux perroquet. Oui, en effet, dans une réunion qui avait lieu dans la région parisienne et où Rupert Sheldrake était présent, donc il nous a présenté le film avec le perroquet. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire. On voit cette dame qui, par exemple, considère une image qu'on lui présente, ou par exemple il y a du rouge et le perroquet parle de rouge. Enfin, il dit quelque chose qui concerne le rouge. Donc, si on le regarde, on est quand même frappé, oui, des coïncidences nombreuses qu'il y a entre les paroles que prononce le perroquet et ce que la dame est en train de voir. Par contre, le fait que le perroquet commenterait les rêves de cette dame, là, c'est la première fois que je l'entendais, donc c'est vraiment intéressant aussi. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que le perroquet fait usage de la pensée associée aux paroles qu'il prononce? C'est encore autre chose, puisque vous savez qu'on emploie le terme de psittacisme pour parler de quelqu'un qui parle comme un perroquet, c'est-à-dire qui parle mais qui ne pense pas ce qu'il dit, qu'il est en train de dire. Et on peut évidemment craindre que le perroquet soit dans une situation analogue, même si ce sont des êtres effectivement relativement intelligents en tant que si on les compare, je sais pas, aux autres animaux, par exemple, à des moineaux. Mais malgré tout, je ne suis pas sûr enfin, je suis même persuadé, mais je peux me tromper, mais je suis persuadé qu'ils ne conceptualisent pas, qu'ils n'ont pas un langage au sens de la linguistique, mais par contre qu'ils peuvent effectivement, enfin dans ce cas particulier, prononcer des mots auxquels cette dame pense. Alors, évidemment, peut-être c'est comme s'ils entendaient le mot que prononcerait la dame. Et elle le prononcerait, et lui le prononcerait à nouveau, quoi. Voilà. Mais c'est fascinant quand même, ça. C'est une interprétation possible. Oui. Mais ça n'en reste pas moins fascinant quand même que la dame, pour revenir à l'histoire que Rupert Sheldrake nous a racontée, a une photo d'une petite fille et le perroquet qui est dans un étage différent, un étage différent dans une autre pièce, il dit c'est une petite fille.
C'est quand même extraordinaire. Oui, ça. absolument. Ça, Et que pensez-vous de cette théorie du champ morphique, donc une famille crée son propre champ morphique. Oui, c'est une des premières choses que j'ai entendues à propos de Rupert Sheldrake, il y a déjà de nombreuses années, parce que c'est pas une théorie récente. Hein. Bien sûr, moi aussi j'ai été frappé par le fait qu'il y a des idées dans l'air, comme on dit, parce que c'est son point de départ un petit peu. Hein. Le fait qu'il y ait des idées dans l'air, que des scientifiques en différents points du globe, presque en même temps. C'est pour ça qu'on dit c'est Popov qui a inventé la radio, ah non c'est Monsieur Untel de Perpignan, ou bien c'est etc. Donc l'idée était en l'air quelque part comme ça, et puis plusieurs l'ont. Alors évidemment, ça ne prouve absolument pas le champ morphique. Disons, ça pourrait en être un exemple s'il est vrai qu'il existe ce champ morphique, mais ça ne le prouve pas parce qu'on peut trouver d'autres explications, dire que effectivement la technologie était prête à un certain moment pour inventer la radio ou le téléphone ou le télégraphe ou toutes ces choses qui sont apparues quasi simultanément à plusieurs points du globe. Mais ce champ morphique, pour reprendre encore cette théorie, donc qui concerne un groupe de familles, par exemple, quand quelqu'un que l'on aime bien, avec qui on est proche, etc., qui est loin, pense à nous ou nous appelle, encore le coup du téléphone, c'est ça qui peut expliquer la connexion entre les deux, et que l'on dit tiens, il y a un tel qui va m'appeler, et paf, ça se fait. Oui, alors le fait qu'on pourrait mettre en évidence de la télépathie, ce qui effectivement, de mon point de vue, est tout à fait clair, ne prouve pas qu'elle soit explicable par le champ morphique ou uniquement par le champ morphique. Donc, d'ailleurs, pour l'instant, je pense que non seulement la télépathie, comme tous les phénomènes parapsychologiques, est discutée par une partie de la communauté scientifique, mais dans la partie de la communauté scientifique qui admet ces phénomènes et qui considère qu'ils sont existants et démontrés dans certains cas, eh bien, dans cette partie-là de la communauté scientifique, des théories explicatives ne sont pas clairement disponibles et en tout cas ne font pas l'unanimité. Mais les scientifiques, quand même, enfin, je veux dire, avec ce que nous a dit Rupert Sheldrake et toutes les expériences qu'il a faites, là, moi je serais tenté de dire, c'est prouvé, la télépathie, on a prouvé que la télépathie existe. Oui, mais attendez, on parlait des champs morphiques. Le fait que la télépathie existe ne prouverait pas nécessairement que l'explication de la télépathie réside dans les champs morphiques. Mais déjà, la télépathie, on est d'accord, enfin, dans le milieu scientifique, ne serait-ce qu'avec les travaux de Sheldrake, de dire, c'est prouvé, quoi. Oui, alors, comme je disais, une partie de la communauté scientifique dont personnellement, je m'inscris dans cette partie-là, considère qu'en effet, les phénomènes de télépathie sont démontrables et prouvés, même si leur répétabilité n'est pas systématiquement au rendez-vous, ce qui présente beaucoup de difficultés pour les chercheurs. Mais on ne peut pas les reproduire au laboratoire autant qu'on veut, quoi, et comme on veut. En tout cas, tout le monde reconnaît qu'il y a un côté un peu évanescent, évasif des phénomènes parapsychologiques en général, c'est-à-dire que ça s'évapore très vite, quoi. Ça très peut être souvent, présent, puis hop. Ils surviennent et puis quand on veut les répéter plusieurs fois, il arrive qu'au bout d'un certain temps, les expériences sont beaucoup moins parlantes, et c'est ce qui renforce la partie de la communauté scientifique qui considère que ces phénomènes ne sont pas démontrés et qui ils disent non, c'est pas clairement répétable, et donc vous faites illusion en pensant que ça existe. Mais quand un perroquet qui est un étage en dessous dans une pièce complètement différente, il n'y a pas possibilité de communication, il y a des caméras qui sont plantées là, il y a des micros qui sont plantés là, il y a des choses dans des enveloppes fermées et on montre l'enveloppe à la maîtresse de ce perroquet, elle voit une petite fille et que le perroquet en bas à 10 mètres en dessous dit c'est une petite fille, je sais pas moi, ils expliquent ça comment, c'est extrêmement c'est la CIA, c'est le KGB qui transmet les informations, ça devient compliqué là. Non, je ne pense pas qu'il y ait... Bien sûr, on pourrait imaginer des tricheries, mais je ne pense pas que ce soit le cas dans les expériences de Sheldrake. Par contre, c'est très difficile, vous savez, d'interpréter un phénomène singulier. D'ailleurs, il n'y a pas de science du cas particulier. Depuis le Moyen-Âge et bien avant, depuis Aristote, on pense qu'il n'y a pas de science du particulier. C'est-à-dire que la science ne peut qu'une loi générale, consister que dans des lois. Et une loi, ça concernera plusieurs événements, pas un seul. Et de fait, le fait que ce ne soit pas clairement répétable n'est pas non plus suffisant pour nier l'existence de tels phénomènes, parce que
pour que ce soit répétable, l'expérience doit être clairement établie avec tous les éléments qui sont pertinents à cette expérience. Or, il est extrêmement probable que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons même pas quels sont les éléments pertinents. C'est-à-dire on ne réussit pas à faire la bonne expérience qui mettrait la personne en bonne situation pour pouvoir répéter ce phénomène télépathique autant de fois qu'on le voudrait. Oui, disons que quand on croit reproduire toutes les conditions qui ont prévalu à un moment où on a statistiquement établi un phénomène, il n'est pas dit qu'en réalité on reproduise les conditions telles qu'on les avait établies, parce qu'il y a probablement des facteurs qu'on ignore. Par exemple, on a invoqué ce qu'on appelle l'effet expérimentateur. Ça serait que l'organisateur de l'expérience jouerait un rôle dans l'expérience elle-même et dans son résultat. Alors, ça, ce n'est pas... Bien sûr, on ne peut pas le nier, mais en même temps, je suis partisan de ne pas trop mettre l'accent sur ce type de phénomène, parce qu'à la limite, il rendrait toute expérimentation fausse, quoi. En tout cas, très, très difficilement utilisable. Donc je pense que probablement ça existe déjà en physique, ça existe même quand un professeur veut faire des TP à ses élèves, tout le monde sait qu'en général ça marche pas, non pas parce que les lois de la physique ou de la chimie ne seraient pas au rendez-vous, mais tout simplement parce que les conditions précises qui font que l'expérience devrait marcher n'étaient pas réellement réunies. Ils croyaient les avoir réunies, mais pas vraiment. Et c'est aussi ce qui concerne beaucoup d'entre nous, l'effet expérimentateur. Vous avez quelque chose qui marche admirablement bien sur votre ordinateur, quelqu'un vient vous voir, vous dites je vais te montrer un truc super. Et bim, ça marche pas. En fait, c'est l'effet visiteur, ça marche absolument pas. Donc ça ne veut pas dire que les phénomènes échappent aux lois de l'informatique, ou aux lois de la physique, ou aux lois de la chimie, ou de la sociologie, ou de la psychologie, ou de tout ce qu'on voudra. Les lois sont là, mais bien sûr... pour que ce soit reproductible, il faut réellement être fidèle aux conditions nécessaires de l'expérience. Et ceci est difficile dans des cas aussi rigoureux, aussi bien clairement établis que la physique ou la chimie. Et alors, certainement beaucoup plus encore plus pour compliqué. Des phénomènes dont nous n'avons pas justement une théorie tout à fait... Nous avons juste des hypothèses, et encore d'assez vagues hypothèses théoriques pour expliquer ces phénomènes. Bernard Auriol, vous restez avec nous. Une pause et on se retrouvera dans les Aventuriers de l'étrange pour continuer à évoquer ce phénomène de télépathie. 0826 300 300, notre standard est à votre disposition. Cyril est fidèle au poste pour recueillir vos témoignages. Venez en discuter avec nous si vous avez vécu ces phénomènes télépathiques. 0826 300 300. Ladyboy, c'était Indochine dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons de télépathie. Cyril vous attend au standard 0826 300 300. Si vous avez vécu un phénomène que vous pensez être de la télépathie, venez nous rejoindre pour nous raconter votre expérience, nous faire part de votre témoignage et on en discutera ensemble, bien entendu. Docteur Auriol, vous avez vous-même monté une expérience concernant la télépathie. Ça consistait en quoi exactement ? D'abord, je dirais que j'ai monté plusieurs expériences concernant la télépathie en groupe, puisqu'il s'agit de télépathie en groupe. Une des premières expériences, en groupe, ou en tout cas concernant certains groupes, une des premières expériences a été réalisée à l'école Montalembert à Toulouse, mais il y a de nombreuses années, et on essayait de mettre en évidence de la télépathie entre des bons copains pris, des volontaires bons copains pris dans différentes classes. C'est-à-dire, j'allais dans une classe, je demandais au professeur, avec l'autorisation bien sûr de la direction de cette école, de me sélectionner deux bons copains. En fait, c'était par volontariat. Des gens qui, deux élèves qui se disaient bons copains étaient d'accord pour participer. Ils venaient. Alors, ils étaient souvent assez nombreux à être volontaires, puisque ça leur faisait sécher une heure de cours. Donc, déjà, ça c'est... Donc, il y en a deux qui venaient, et on les mettait dans deux postes éloignés, deux postes que j'appelle des postes et des petits appareils. De petits appareils éloignés, donc ils tiraient au sort une bille de couleur, l'un des deux tirait au sort une bille de couleur, enclenchait un interrupteur correspondant à cette couleur, puisqu'il y avait 5 couleurs, il y avait 5 interrupteurs. Et l'autre élève, un petit peu plus loin, dans une autre pièce, mais malheureusement ce n'était pas hermétiquement clos à tout point de vue, ce qui a fait
l'objet de critiques. En tout cas, l'autre élève essayait de deviner quelle était la couleur et il enclenchait l'interrupteur qu'il pensait être le bon. Et si les deux interrupteurs correspondaient à la même couleur, une lampe s'allumait pour chacun, voilà. et sinon ça ne s'allumait pas. Et donc ces expériences ont été non pas violemment significatives, mais elles ont été significatives. Et moi je considère qu'il y avait effectivement un phénomène de télépathie. Alors combien de coups vous faisiez, combien de fois Alors c'était 60 du sujet 1 vers le sujet 2, et puis on inversait les rôles, et 60 du sujet 2 au sujet 1. D'accord, donc ça faisait 120 tentatives pour une paire d'individus, oui. D'accord, ok. Et on faisait ça évidemment à raison de 10 ou 20 élèves par classe. D'accord. Sauf dans les terminales, parce que les terminales, ils avaient le bac, tout ça. Oui, là c'était un peu plus compliqué, oui, je comprends. Mais dites-moi, on considère qu'il y a eu un phénomène télépathique à partir de quel résultat? La chance, c'est quoi? Parce que ça peut être un coup de bol, que l'un dise rouge et que l'autre dise rouge aussi, ça peut être une chance, finalement. Bien entendu. Mais enfin, vous savez, on va pas faire des statistiques ici, mais disons qu'il y a des règles statistiques qui permettent de dire qu'il y a seulement une chance sur 100, par exemple, pour que ce résultat soit donné en tirant des dés, si vous voulez. À ce moment-là, on dit que c'est significatif. Ça veut dire qu'on pourrait l'obtenir par chance, mais que c'est improbable. D'accord, ok. Et alors ça, c'était la première expérience que vous aviez montée. Voilà. Ça vous a permis vraiment de mettre le doigt déjà sur la production de ce phénomène, parce que vous n'avez pas choisi les élèves en fonction de leur capacité à être télépathes. C'était deux bons copains, surtout qui se connaissaient bien, quoi. Voilà. Voilà, mon idée était d'ailleurs une idée que Sheldrake a repris, préconise. Oui, tout à fait. C'est que la télépathie, dans son champ morphique, c'est le cas. La télépathie concerne des individus qui ont des liens entre eux. Voilà. Et je dirais personnellement, je pense que c'est des individus qui ont des liens affectifs entre eux, de préférence. Oui. Alors, deuxième type d'expérience que vous avez monté. Deuxième type d'expérience, c'est que partant de bons résultats que j'avais obtenus, soit avec ces élèves, soit dans d'autres expériences individuelles, entre par exemple deux personnes qui s'entraînaient pendant des mois et des mois à avoir une progression de leurs résultats avec le même système de billes, de couleurs, etc. Je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de tester un groupe, c'est-à-dire de prendre, au lieu de prendre deux individus qui jouent ensemble, eh bien de prendre, mettons, une quinzaine d'individus qui essaieraient de deviner une cible que de 15 autres individus. 15 autres, ou même pas, ou 5, ou 6, ou 3, ou un autre individu essaierait de leur transmettre. D'accord. Le tout étant dans des pièces séparées, phoniquement isolées, visuellement isolées, bien entendu. Oui. Pour éviter toute tricherie éventuelle, ou toute critique de tricherie du moins. Oui, tricherie, parce que on peut en avoir la tentation par moment, surtout quand on s'amuse. Et évidemment, en essayant aussi que tous les résultats soient, enfin en essayant, en y arrivant d'ailleurs, que tous les résultats soient enregistrés. Tout ça a été fait avec des ordinateurs, et donc on pouvait enregistrer toutes les réponses, toutes les images ou les mots qu'il fallait deviner, etc. Et nous avons pratiqué ces expériences pendant une dizaine d'années, à raison de une ou deux soirées par semaine, avec de temps en temps des week-ends. Oui, ce qui est long quand même, pendant 10 ans. Oui, d'accord. Il y a eu beaucoup d'essais. Mais je dois dire que les résultats n'ont pas été au rendez-vous de nos efforts, c'est-à-dire que nous avons beaucoup travaillé et le pourcentage de succès s'est révélé au hasard, je dois le reconnaître. Même si, un concept qui est peut-être peu familier à nos auditeurs, la variance était anormale, certains calculs de variance étaient anormales. Mais ça n'a pas donné. Ça veut dire que par moment, il y avait trop de succès et par moment trop d'échecs. D'accord. Et que c'était significatif. Donc la variance n'était pas normale. Vous avez pris tout un chacun, des gens qui venaient, ceux qui voulaient venir. Oui, j'ai pris tout ce qui voulait venir, y compris des gens qui étaient tout à fait hostiles à l'idée de télépathie, mais qui étaient de bons amis et qui voulaient bien participer et jouer, si vous voulez. Mais c'était quoi le truc alors? Là, par exemple, je me mets en face d'un ordinateur avec des billes de couleur, c'est ça, pour reprendre. Non, là c'était l'ordinateur qui choisissait soit une série d'images dans une banque d'images, soit un mot
D'accord. Donc, Et il fallait que l'émetteur, celui qui devait envoyer ça de manière télépathique, l'envoie à ceux qui étaient dans l'autre pièce. Voilà. Et ceux qui étaient dans l'autre pièce voyaient, eux, plusieurs images et ils devaient dire laquelle était envoyée. Ah, d'accord. En plusieurs mots, ils devaient dire lequel était envoyé. D'accord. Ouais. Alors évidemment, il y a beaucoup d'interférences possibles. Par exemple, s'il y a 3 mots et qu'il y en a 2 qui me plaisent, j'aurai moins de chances de prendre le troisième. Ou au contraire, si un mot me déplaît, je vais avoir tendance à ne pas le prendre. Ou bien, s'il me plaît, mais je me dis que ça serait bien bizarre que ce mot qui me plaît soit celui qui est envoyé. Ouais, c'est très compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'interférences avec... Et est-ce que vous demandiez à la personne de se concentrer, de faire quelque chose, ou alors juste de regarder comme ça, point, de regarder, par exemple, on va reprendre le truc des couleurs, parce que ça c'est vraiment simple, il y a 5 couleurs, il choisit le rouge, et est-ce qu'il doit envoyer mentalement, vous lui dites, bon, il faut que vous envoyiez, alors je sais pas, vous débrouillez comme vous voulez, mais il faudrait que vous envoyer mentalement rouge. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait aux gens, c'est-à-dire que comme je n'ai pas de connaissances très démontrées sur l'attitude mentale qu'il faudrait avoir, je proposais aux gens de faire de leur mieux pour essayer d'envoyer en effet le message aux autres. Et donc on recueillait à l'issue de chaque séance le témoignage, en particulier dans les séances où il y avait eu beaucoup de succès, on essayait de recueillir le témoignage, par exemple, des émetteurs ou des récepteurs sur leurs attitudes, sur comment ils avaient fait, etc. Et tout ceci est consigné, d'ailleurs. Pour en tirer des leçons, pour voir comment est-ce que les suivants peuvent se mettre dans le meilleur état possible pour être soit émetteur ou récepteur. Exactement. Et tous les détails de cela se trouvent sur Internet, d'ailleurs, vous pouvez les consulter sur mon site. Oriol.free.fr. Voilà, et alors, au chapitre parapsychologie, bien entendu. Dans le chapitre parapsychologie, au chapitre Agape, puisque cette expérience s'appelait Agape. Très bien. Vous allez nous raconter quelques histoires, quelques cas de télépathie auxquels vous avez été confrontés dans le courant de vos études ou dans le courant de votre métier, puisque je rappelle que vous êtes docteur en médecine et psychiatre, et que vous êtes avec nous dans les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. 0826 300 si vous aussi vous avez vécu ce type de phénomène de télépathie, ou alors avec votre animal de compagnie, ça peut être vraiment intéressant, qui sent quand vous allez rentrer à la maison, il le sent avant tout le monde, comment, pourquoi, ça on ne sait pas, mais peut-être que ça vous est arrivé que l'on vous dise, tiens, on savait que t'allais arriver parce que déjà ton chien ou ton chat t'attendait depuis 10 minutes déjà, ou alors s'agitait en sachant que tu allais rentrer. Vous nous appelez au 0826 300 pour nous faire part de ces témoignages ou poser des questions concernant la télépathie au docteur Oriol. À tout de suite. We Will Rock You, le groupe Queen sur Sud Radio. 0826 300 si vous avez vécu des phénomènes de télépathie, venez nous rejoindre pour nous raconter ça. 0826 300 aussi, ça vous arrive très souvent ou une fois, mais de manière très significative. Nous sommes en compagnie du docteur Bernard Oriol. Dites-nous, docteur, est-ce que vous pouvez nous raconter 1 ou 2 cas de télépathie dont vous pensez que c'est de la télépathie auxquels vous avez été confronté? Vous savez, dans la pratique de la thérapie ou de la psychanalyse, il arrive que le thérapeute ou l'analyste ait l'impression, ait une pensée, et la personne se met à parler de choses qui sont en rapport avec cette pensée. Ah oui, ça c'est étonnant. C'est extrêmement fréquent. Non, c'est étonnant et ça ne l'est pas. C'est extrêmement fréquent en tout cas. C'est étonnant en effet, puisque... Pourquoi ces coïncidences? Ça ne l'est pas complètement parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la théorie de la psychanalyse des communications d'inconscient à inconscient qui ne sont pas forcément de nature télépathique, qui peuvent aussi être du langage non verbal, ou le fait que le déroulement temporel des associations de pensée chez l'un s'accompagne du déroulement temporel d'associations de pensée analogues chez l'autre. Et vous arrivez au même moment, au même endroit, en quelque sorte. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être assez frappantes et qui probablement sont du ressort de la télépathie. Par exemple, dans une séance, j'ai une imagination, comme ça, une espèce de fantasme. Je vois la patiente entourée d'un tas d'enfants, d'un tas de bébés, d'un tas d'enfants. Sans aucune raison très particulière. C'est une image qui vous traverse l'esprit. Voilà. Et elle me dit aussitôt, vous savez, je suis contraceptée, je ne viendrai pas ici sans être contraceptée parce que j'aurais peur d'avoir beaucoup d'enfants, etc. Donc elle se met à me parler avec humour d'ailleurs du fait de ne pas avoir beaucoup d'enfants. Voilà, c'est un cas
que parmi beaucoup d'autres, évidemment, que je peux vous indiquer. Donc, elle a vraiment attrapé l'image que vous aviez dans la tête, quoi. Ah, je ne sais pas qui a attrapé l'image de l'autre. Il se trouve qu'on a eu le même style de pensée. Il se peut que c'est moi qui ai attrapé les siennes ou elle les miennes. Je ne sais pas dans quel sens ça marche. Oui, tout à fait. Dites-moi, est-ce que, parce que j'ai posé la question à Rupert Sheldrake et il m'a répondu par l'affirmative, est-ce que vous pensez que les femmes sont plus télépathes ou plus sensibles, on va dire, que les hommes finalement? Bon, il y aurait des arguments qui pourraient dire plus orientés vers le côté de la sensibilité, mais ceci évolue beaucoup aussi parce que ça dépend bien sûr de la culture dans laquelle on évolue. Et donc je ne serai pas aussi affirmatif que ça. Maintenant, il est vrai que par exemple dans les expériences AGAP, le recrutement des participants était plus féminin que masculin, c'est-à-dire qu'il y avait facilement 2/3 de femmes pour 1/3 d'hommes qui participaient. Donc les femmes, s'y intéressent peut-être beaucoup plus, mais vous ne partagez pas l'opinion de Rupert Sheldrake selon laquelle, lui, il dit que les femmes sont largement plus télépathes que les hommes. Vous n'irez pas jusque-là? Disons que je ne suis pas contre, mais j'attendrai que les statistiques le confirment. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Nous attendons vos appels si vous avez vécu des phénomènes de télépathie. 0826 300 300, les aventuriers de l'étrange, avec vous jusqu'à minuit pour parler de la télépathie. Patrick Bruel, je ne m'attendais pas à ça sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange où nous parlons de télépathie jusqu'à minuit avec notre invité, le docteur Bernard Auriol. Vous-même, si vous avez vécu des phénomènes de télépathie ou si vous avez des questions à poser à notre invité, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons au 0826 300 300, 0826 300 300. Bernard Auriol, est-ce que vous avez d'autres cas comme ça de télépathie à nous raconter? Bien, par exemple, au cours en démarrant une séance d'analyse, je pense à une amie. Cette idée me traversait l'esprit. Je pense à une de mes amies qui était à l'époque psychologue à Castres et qui apparemment n'avait aucun rapport avec la patiente présente en séance, qui commence sa séance en me disant la prochaine fois que je viens vous voir, après j'irai voir tel ami qu'elle nomme à Castres. Donc et c'était votre ami? Non, c'est pas mon ami, mais c'était également un ami à Castres. Il y avait une forte analogie. Moi, je pensais à une amie que j'ai à Castres, et cette personne me dit je vais aller lors de la prochaine séance voir un ami qui se trouve à Castres. Mais là, c'est étonnant. On ne peut pas suspecter, parce que là, c'est un truc géographique. On ne peut pas suspecter un langage corporel inconscient, enfin des choses comme ça. Là, je veux dire, non, la seule objection qu'on pourrait faire, c'est de dire que par hasard, elle pensait à cet ami à Castres, et moi, par hasard, je pensais à un ami à Castres, évidemment. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas de science du cas particulier. N'empêche que pour moi, c'est frappant. C'est frappant quand même. Un autre cas que vous pourriez nous raconter? Ben oui, c'est un cas d'ailleurs que sans doute beaucoup d'entre nous a pu vivre. C'est-à-dire l'idée que vous attendez quelqu'un et à un certain moment vous vous dites bon, maintenant cette personne ne viendra plus. En fait, c'est dire qu'il arrive. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il ne viendra plus, vous y renoncez. Eh bien, c'est peut-être tout simplement que vous prenez conscience justement qu'il est en train d'arriver. Et voilà. Et en effet, c'est ce qui se passe très souvent. De même, quand on dit mettons-nous à table, cela le fera arriver. Oui, c'est vrai. Oui. Ou prenons l'apéro, ça va le faire venir. Ça va le faire venir. Voilà. Et à ce moment-là, la personne, arrive, en effet, se pointe. Donc, on peut dire que, c'est pas une démonstration scientifique, mais je pense qu'il est peut-être vrai que lorsqu'on a ce type de réflexion spontanée, il s'agit en fait d'une intuition, mais qui n'a pas de base rationnelle, si bien qu'on la nie. Pour l'affirmer, en réalité, on la nie. C'est-à-dire, on ne dit pas « je sens qu'il arrive », on dit « bon,
on va se mettre à table et il va arriver. Ouais. Mais comment est-ce qu'on a des idées de comment est-ce que ça peut fonctionner? Parce que c'est quand même hallucinant. C'est quoi? C'est une pensée qui sort dans la tête et qui va dans la tête de l'autre. Voilà, alors, il y a eu plusieurs essais de théorisation, mais pour l'instant, nous n'en avons pas qui soient complètement convaincants. Hein. Par exemple, il y a ce qu'on a appelé à une époque radio mentale. Ouais. Ça a été l'hypothèse d'un chercheur américain qui était d'ailleurs ami d'Einstein, Einstein ayant d'ailleurs préfacé le livre de ce chercheur qui s'appelle La radio mentale, et Einstein a fait une préface puisque il n'était pas du tout opposé à la télépathie, Albert Einstein, mais il le concevait comme une forme de communication à distance assez similaire finalement à ce que nous connaissons avec le portable ou avec la radio, ou avec la télévision, c'est-à-dire des ondes qui passeraient d'un cerveau à l'autre. Alors évidemment, il faut que tout le monde soit bien au fait qu'il n'existe pas d'ondes connues qui pourraient effectuer ce travail. Oui, c'est pas en bande FM, quoi, mais non seulement c'est pas en bande FM, mais on avait à un moment donné parlé, par exemple, d'ondes qui auraient une très grande longueur d'onde. C'était à l'époque des soviétiques, ils faisaient des recherches sur la télépathie en se basant tout à fait sur cette idée d'onde mentale. Et ils pensaient même qu'il pouvait s'agir d'ondes électromagnétiques. Donc ils avaient mis leur sujet dans des cages de Faraday, c'est-à-dire, vous savez, des espèces de cages en grillage pour éviter, qui ont la propriété d'arrêter les ondes électromagnétiques, de ne pas permettre qu'elles pénètrent à l'intérieur. Et ils avaient constaté que le phénomène se produisait quand même. Donc ils avaient renoncé à cette hypothèse d'ondes électromagnétiques. Donc il ne s'agit pas en tout cas d'ondes électromagnétiques. En tout cas c'est très improbable. Ou bien alors elles sont d'une nature, d'une fréquence tout à fait exceptionnelle. Encore totalement inconnue en tout cas. Inconnue et d'ailleurs dont on n'imagine pas comment notre cerveau les produirait. Ouais. Mais ce qu'il y a d'étonnant, parce que je suis sûr que parmi ceux et celles qui nous écoutent, certains ont dû le vivre, d'avoir quelqu'un de très très loin, à l'autre bout de la planète, peu importe la distance, peu importe l'heure qu'il fait là-bas, s'il y a 7, 6, 7, 8, 9 heures de décalage, qu'il y ait eu de la télépathie entre deux. Donc ça abolit la distance aussi. Alors c'est une des revendications de beaucoup de chercheurs en parapsychologie que de dire que la distance spatiale ne fait rien à l'affaire. Il serait même peut-être tenté de dire que la distance temporelle ne fait rien non plus à l'affaire. Personnellement, je ne suis pas autant persuadé de cette affirmation. Il y a d'ailleurs quelques expériences qui semblent montrer que plus la distance est grande et moins la télépathie fonctionne. Moins c'est significatif en tout cas. Mais cette étude, cette méta-analyse qui a mis cela en évidence est discutée. Et l'idée actuellement est pratiquement une idée reçue chez les parapsychologues. En effet, comme vous le disiez, la distance ne fait rien à l'affaire et donc quelqu'un qui est au Japon peut envoyer un message télépathique à quelqu'un qui est en France. Voilà, et que ça ne fait pas de différence par rapport au fait que nous aurions, par exemple, tous les deux, alors que nous sommes juste à 1,5 mètre de distance, que nous aurions tous les deux un phénomène de télépathie entre nous deux. Ça ne serait pas plus difficile dans cette théorie que si vous étiez au Japon et moi ici. Mais je ne suis pas complètement persuadé de cela, mais c'est vrai que c'est une idée tout à fait reçue actuellement. Oui. Évidemment, si on admet cela, il faudrait, comme vous le comprenez bien, exclure toute idée de transmission physique au sens des ondes entre les deux personnages, parce que toute onde, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit sonore, qu'elle soit électromagnétique, qu'elle soit solidienne, etc. Toute vibration, toute onde ne peut pas parcourir une aussi longue distance comme ça. Si, la distance elle la parcourt. La lumière, par exemple, nous vient d'extrêmement loin. La distance est parcourue, mais par contre, la distance joue un rôle. C'est-à-dire que
par exemple, un signal sonore s'affaiblit avec la distance. Oui. Et s'affaiblit considérablement avec la distance. De même, un signal lumineux ou électromagnétique, une onde radar, etc., s'affaiblit avec la distance. Ouais. Est-ce que quand quelqu'un vit quelque chose de fort, vous savez, d'intense, un accident par exemple ou quelque chose comme ça, et qu'une autre personne de qui elle est proche le ressent dans le même moment, ça c'est considéré comme aussi de la télépathie ? Non seulement c'est considéré aussi comme de la télépathie, c'est même le prototype de la télépathie. C'est là-dessus que le mot télépathie pratiquement a été forgé, c'est-à-dire l'idée qu'un événement qui est pathique, hein, qui a un effet émotionnel, qui a un effet affectif sur un individu très fort, pourra être perçu plus aisément par son proche. Par exemple, si c'est un soldat qui meurt à la guerre, eh bien sa mère va voir l'image de son fils ensanglanté, etc., tel qu'il est en train de mourir. Donc, quand je dis donc, je veux dire que ce sont des phénomènes tout à fait décrits dans la littérature sur la télépathie, ce qu'on appelle les cas sauvages, les cas spontanés, c'est-à-dire des cas qui ne font pas l'objet de statistiques ou d'expériences de laboratoire, mais qui se manifestent spontanément dans la vie et qu'on a tout à fait tendance à attribuer à la télépathie, et même qui donne son fondement à une recherche plus outillée, si on veut, sur la télépathie. Bernard Auriol, vous restez avec nous jusqu'à minuit. Nous parlons de télépathie dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. 0826 300 300, 0826 300 300. Notre standard est à votre disposition. Si vous avez des questions à poser au docteur Auriol ou si vous avez vécu des phénomènes que vous pensez être des phénomènes de télépathie, venez nous les raconter. Myriam Abel donne dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio jusqu'à minuit. Nous parlons de télépathie. 0826 300 300. Notre standard est à votre disposition. Si vous pensez avoir vécu un type de phénomène comme ça, de télépathie, vous nous appelez pour nous le raconter. Ensuite, on en discute ensemble. Lily, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez du Lot-et-Garonne. Oui. Vous savez que je suis Lot-et-Garonnais. Ah, super. Je suis de Marmande, exactement, dans le Lot-et-Garonne. Oui. Donc, moi, pas tout à fait. Oh, on est quand même collègues, va. Oui, c'est vrai. Alors, dites-moi, vous pensez avoir vécu un phénomène de télépathie ? Oui. Racontez-nous. Mais plein de choses, des rêves prémonitoires, beaucoup de choses, très grande sensibilité. Bon. C'est-à-dire que une fois, il y a très longtemps, mais parce que j'en ai plein, mais celui-ci, je le trouve spectaculaire. Il y a très longtemps, j'ai reçu... quand on n'avait pas de téléphone, on nous envoyait un avis pour aller à la poste à telle heure, vous voyez ? Oui, et exact. Donc je vais à la poste, l'heure dite, et puis je reçois un coup de fil de ma sœur qui était dans la région parisienne. D'accord. Elle me dit, tu sais pourquoi je te téléphone ? Alors je dis oui. Alors elle me fait, mais tu sais qui est là ? Je dis oui. Alors elle me dit, mais qui ? Je dis mon frère du Canada. Elle me dit, mais oui, mais comment tu sais ? Je dis, je sais pas, mais je savais que j'allais le voir. Si on avait sonné à la porte, j'étais persuadée que j'allais le trouver devant ma porte. Donc, comme il y a eu ce coup de fil, voilà. Et ça vous est venu comme ça, tac ? Ah oui, mais j'ai plein de trucs comme ça. Hein. Mais j'ai des fois, je suis dans un endroit, puis je vais dire à des gens, vous savez que vous avez quitté la ville ? Alors on va me dire pourquoi ? Je dis parce qu'on va vous proposer une super place et puis vous n'allez pas pouvoir la refuser et vous allez quitter. C'est pas vrai. Bon, l'année d'après j'arrive et je demande alors il est pas là, monsieur Antoine ? Mais vous savez pas ce qui est arrivé ? Il est en vacances à Paris. À Paris, je vais dire même. Voilà. Et puis finalement, on lui a proposé un super poste et il était tellement intéressant qu'il n'a pas pu, qu'il n'a pas pu quitter. Mais alors revenons à ce cas de télépathie. Donc quand vous avez reçu cet avis, comme ça de manière instinctive, je dirais, vous vous êtes dit ça y est. Oui, tout à fait. On va m'annoncer que mon frère, je vais avoir des nouvelles de mon frère du Canada. Non, je sentais, quand j'ai reçu cet avis téléphonique, pour se déranger, ça a un nom mais je ne me rappelle plus, si vous voulez, je sentais que ça concernait mon frère. Oui. Et mon frère, je ne l'avais pas vu depuis 4 ans.
D'accord. Mais j'étais persuadée parce que si on avait sonné c'est quand j'ai eu ce papier en main, vous voyez. C'est-à-dire que si on avait sonné à la porte, j'étais sûre que j'allais le voir. C'était lui qui était derrière la porte, vous voyez. Oui, tout et à fait. Quand ma sœur m'a dit ça, j'ai dit oui, je sais. Elle me dit, tu sais, mais tu sais qui est là? J'ai dit oui. Elle me fait ni qui? J'ai dit notre frère. Oh, elle m'a dit, mais c'est pas vrai, mais comment tu fais? Je dis, je sais pas, ne cherche pas à comprendre, je sais pas, c'est comme ça. Ça, c'est tout à fait génial. Docteur Auriol, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il y a, ça peut être une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, là, en l'occurrence, tant mieux pour Lily, c'était une bonne nouvelle, mais il y a une espèce comme ça d'onde de choc qui se propage et qui est arrivée jusqu'à elle. Tac, elle a eu l'image de son frère, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Simplement, le mot onde n'est probablement pas approprié, mais... C'est vrai, c'est Monsieur Auriol parlait. Oui. Mais dites-moi, Lily, est-ce que par exemple, il vous est arrivé, quand le téléphone sonne, de savoir qui c'était? Je me préoccupe pas de ça. Ouais. Et par exemple, hier, je pensais fort à un ami. Je dis tiens, je sais pas ce qu'il devient. Peu de temps après, que c'est qu'il sonne lui. D'accord. Vous voyez, même je remarque des choses. Quand je parle, je vais dire un mot, je vais dire par exemple, il pleut, la radio qui est allumée, j'entends tout de suite le mot il pleut. Vous voyez? Oui. Plein de trucs comme ça. Ouais. J'ai des rêves prémonitoires, mais très important et même dramatique. Hein. Ouais. Mais dites-moi, Lily, est-ce que quelqu'un déjà dans votre famille avait cette sensibilité avant vous, votre grand-père, grand-mère, vous voyez que Ça, je peux pas vous dire. Mais je sais que j'étais une petite fille particulière, déjà, une très grande sensibilité. Ouais. Et si vous voulez, je ressens beaucoup les choses. Les gens n'ont même pas besoin de parler, tout est une question de vibration. Oui, enfin c'est comme ça que vous... C'est incroyable, c'est inimaginable. Je sais tout de suite si je suis acceptée à un endroit, si je suis pas acceptée. Ouais. Je ne fais aucune esclandre. Sur la pointe des pieds, je me retire. Enfin bon, je fais mon petit tour comme ça de politesse. Vous le sentez, quoi? Pardon? Vous le sentez? Je le sens viscéralement. Et puis même, des fois, il y a des personnes, des amis qui me mentent. Je le sais, je le sens d'ailleurs. Mais je fais rien parce que je me dis, si la personne fait ça, ça doit correspondre à quelque chose chez elle. Oui, elle a une raison. Respect. Ouais. Ça, docteur Auriol, on n'a pas parlé de cet aspect de la télépathie. Lorsque quelqu'un vous parle et vous ment, ça peut arriver que ça se sent, comme mais ça, c'est pas possible. on peut le sentir. Oui, alors évidemment, on retombe dans le cas de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut le sentir d'une manière intuitive qui peut être télépathique, qui peut aussi se baser sur des signes corporels, par exemple. Et d'ailleurs, il y a une recherche qui vient de sortir sur une revue internationale de psychophysiologie au sujet du mensonge et qui a essayé de mettre en évidence les facteurs qui se modifient lorsque quelqu'un ment. Donc c'était une expérience qui était faite. Je sentais des zones d'ombre. Oui. Vous, c'est comme ça que vous le sentez en tout cas. Et par exemple, je vais rencontrer une amie, je vais lui dire bonjour, ça va? Elle me dit oui. Alors je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça va? Elle me fait, mais ça va? Je dis non, ça va pas. Parce que je sens, c'est incroyable, c'est physique. Quand je parle à quelqu'un que j'aime bien, où on est 5 sur 5, c'est comme si ma voix la pénétrait et ça descendait plus bas que le diaphragme. Vous voyez, la voix coule en elle. Hein. Oui. Et à un moment donné, il y a un blocage là, il y a un nœud. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Ça va pas du tout. Alors elle me fait, mais j'en ai marre, parce que tu sais tout. Je dis, mais c'est pas que je sais tout, si je suis ton ami, si je peux t'aider, c'est tout. Mais vous le sentez viscéralement, hein, c'est ça que je trouve important. Oui. Physiquement, quoi. Oui, d'ailleurs, je vais vous dire, ma vie, je suis peut-être pas riche d'argent, mais je suis très riche parce que je suis toujours, mon cerveau est toujours en ébullition, je sais quand une personne est malade, je sais qu'il faut que j'aille vite à tel endroit, et là, par exemple, j'arrive, et c'est une personne qui est en train de se suicider, vous voyez? Oui. Alors j'arrive vite, je fais vite ce qu'il faut, vous voyez? Bon, je sais pas, c'est incroyable, ma vie, elle est très très riche. Lily, vous nous laissez vos coordonnées, Cyril
le LESA de toute façon, et on aura le plaisir de vous rappeler pour en discuter plus longuement avec vous. Je fais aussi de l'écriture automatique. Oh, bah alors. Et en plus, j'ai des comment ça s'appelle, quand j'ai une grande peine, un choc, j'ai des chants spontanés qui sont magnifiques, avec l'air qui me vient comme ça, mais c'est magnifique parce que c'est spontané, c'est pas étudié, vous voyez, il n'y a pas le corps, il n'y a pas, comment on dit, la recherche. Oui, ça vous vient comme ça, quoi. De manière instinctive. Merci en tout cas. Vraiment. Merci en tout cas, Lily, pour cet appel. En tout cas, vous êtes pleine de vie. Ça se sent dans votre voix. Docteur Auriol, est-ce qu'on peut considérer que la télépathie, Rupert Sheldrake, quand on a écouté son interview tout à l'heure, faisait beaucoup allusion aux animaux qui vivent en groupe. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une faculté, en fait, pas du tout intellectuelle, mais très animale finalement, très primitive, je dirais, dans le bon sens du terme? Oui, enfin, il est clair en tout cas que la télépathie ne se limite pas à, si elle existe, et je pense qu'elle existe, elle ne se limite pas à l'être humain. Je considère qu'elle affecte aussi les êtres, toutes sortes d'êtres vivants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle fait partie de notre, je dirais, de notre socle primitif, socle animal. Puisqu'elle fait partie des animaux, effectivement, en nous aussi, nous sommes concernés au niveau de notre partie la plus animale, même si les yogis considèrent que la faculté de télépathie est liée plutôt à la région, une des régions les plus élevées de notre organisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le troisième œil, si vous voulez. C'est dans cette région-là qu'il place le symbolisme, en tout cas, de la télépathie. Alors, est-ce qu'il faut les suivre dans cette affirmation? Je n'en sais rien, mais de toute façon, les animaux ont aussi un front, enfin, même s'il est bas, ils ont quand même des yeux et au-dessus des yeux quelque chose. Donc, on peut considérer que si ce phénomène réside là, il résiderait aussi à cet endroit-là pour eux. 0826 300 300, nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour parler de télépathie. Si vous avez vécu ce phénomène ou si vous avez des questions à poser au docteur Auriol, vous nous appelez 0826 300 300 dans les Aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. Le groupe Placebo sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange, Song to Say Goodbye, 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler si vous pensez avoir vécu un phénomène de télépathie. Si vous avez vécu un phénomène de télépathie, venez nous en faire part pour qu'on en discute ensemble en compagnie du docteur Bernard Auriol qui est avec nous jusqu'à minuit. Nous accueillons Michel qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Michel. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Bon. Alors, ma chère Michel, dites-nous, vous avez une question à nous poser, vous? Oui. Allez-y. Bon, je voudrais savoir si c'est de la télépathie. Ça m'arrive très souvent. Et des fois c'est bien et des fois c'est désagréable. Quand je parle soit avec... ça m'arrive surtout avec des personnes de la famille. Quand je parle avec quelqu'un, je sais pertinemment qu'elle me ment. Et par exemple, dans l'heure qui suit, où je dis à mon mari ou à quelqu'un... elle m'a menti. Et que ça s'avère que c'est vrai. Elle m'a menti. Et vous le sentez, ça? Ah, terrible. Ah, mais dites donc, c'est embêtant quand même. Des fois c'est bien, mais des fois c'est pas bien du tout. Parce que des fois j'ai envie de bondir sur la personne, enfin je sais pertinemment qu'on me ment. Oui, mais enfin ne le faites pas quand même. Non, je le fais pas, mais des fois je dis non, ne continue pas, tu mens. Oui. Mais comment vous le ressentez, ça? Ça produit quoi chez vous? C'est comme si je le sens dans moi, comme si je voyais les mots qui me disaient c'est du mensonge, c'est du mensonge, c'est du mensonge. Mais je le sens dans moi, je sais pas comment expliquer. Oui. Ça, c'est physique, comme Lily nous le disait, quoi. C'est physique, quoi, vraiment. Je me reconnais très bien dans cette personne. Ouais. Il est arrivé aussi il y a quelque temps, le téléphone a sonné, et avant que je décroche, je savais pas, j'ai pas deviné qui c'est qui sonnait, mais avant que je décroche, je me dis, il est arrivé quelque chose à mon mari. Et cette personne m'avertissait qu'il était arrivé un accident à mon mari. Ah oui, ça vous l'aviez senti, ça. Ah oui, mais je savais pas qui c'est qui m'a appelé, parce que je ne connaissais pas la personne. Mais avant que je décroche, ça c'est pour il est arrivé quelque chose à mon mari. Et cette personne m'avertissait que mon mari venait d'avoir un accident. Alors que, évidemment, rien ne laissait prévoir ce genre pas du tout. Oui. Non. Docteur, là, je pense qu'on a vraiment un cas de télépathie, qu'en pensez-vous? Bien sûr, clairement. Enfin, disons que on peut toujours poser des objections, mais a priori, ça semble un cas tout à fait genuine, comme on dit, c'est-à-dire tout à fait, clair. Oui. Et ça vous arrive souvent, ce genre de... Oui,
même comme elle a dit la dame, des fois j'y pense, il n'y a pas longtemps aussi, j'ai pensé à un ami comme elle, il y a un moment que j'avais pas de nouvelles, et bien, mettons 2 heures après, le téléphone sonnait, c'était cette personne. Eh oui. Ouais. Ça, c'est vraiment le cas classique de télépathie. Ça, maintenant, par rapport à la détection du mensonge de l'autre, il convient malgré tout d'être extrêmement prudent, voyez-vous, parce que, bien sûr, d'une part, il n'est pas sûr, même si votre diagnostic est juste, c'est-à-dire qu'il y a réellement mensonge, il n'est pas sûr que votre diagnostic soit basé uniquement sur une intuition télépathique. Il se pourrait que ce soit basé aussi sur d'autres choses, que par exemple sur le fait que pour vous, il est assez vraisemblable que cette personne soit en train de mentir, ou que vous soupçonnez qu'elle pourrait essayer de faire passer un message erroné pour profiter de quelque chose, etc. Donc, il est très difficile d'attribuer complètement une intuition juste de cette nature uniquement à la télépathie. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que il faut bien sûr être très prudent, y compris sur le fait de poser un tel diagnostic, quels que soient les arguments ou télépathiques ou non verbaux que nous pouvons avoir, parce que évidemment nous pouvons aussi projeter des choses qui nous sont propres sur l'autre, c'est-à-dire que nous pouvons envoyer, si vous voulez, sans le savoir, sans le vouloir, d'une manière parfaitement non consciente, nous pouvons envoyer sur l'autre des impressions négatives qui vont nous convaincre qu'il est en train de mentir, alors que peut-être nous sommes dans l'erreur, et cette personne... Bien sûr, ça dépend aussi de ce qu'on appelle mentir, parce que dès qu'on parle, on est probablement... pas tout à fait et exactement au centre de la vérité. De ce fait, nous sommes tout le temps en train de mentir, mais vous parlez certainement de mensonges beaucoup plus caractérisés que cela, et simplement il faut être tout à fait prudent pour en poser le diagnostic sans preuve. Oui, mais moi je parle des choses, par exemple, je savais pertinemment qu'une personne, mettons, hier était à un endroit, et puis quand je la rencontre 4 ou 5 jours après, voire une semaine, elle me dit telle date, tel jour, j'étais là, j'étais à un autre endroit, quoi. Pertinemment que c'est pas vrai. Ouais, mais ça, je veux dire, il vous arrive de vous tromper, ou alors vous tapez juste... C'est rare. Non, je me trompe rarement. Et est-ce qu'on peut dire que, parce que c'est peut-être pas de la télépathie comme disait le docteur Auriol, mais que vous avez inconsciemment la capacité, vous savez, et ça je crois que certains l'ont étudié beaucoup, quand on ment, on a toute une série, vous savez, alors, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais les yeux qui clignent beaucoup plus vite, des choses comme ça, vous savez, des signes du corps comme ça qui sont presque invisibles, mais que inconsciemment vous pouvez vous attraper, et que, voilà quoi, ce qui fait que vous êtes un détecteur de mensonges, quoi, je dirais. Oui, ça m'arrive ça, des fois quand on a la personne devant, mais des fois ça m'arrive de ne pas voir la personne devant et de savoir qu'elle ment. Ah d'accord, quand vous l'avez même au téléphone, par exemple, vous le sentez. Ah, ouais. Oui. C'est embêtant ça, Michel, parce qu'on peut pas vous mener en bateau, finalement. Non, pas trop. Oui. Merci beaucoup en tout cas, Michel, pour ce témoignage. Je vous fais de grosses bises. À bientôt. Au revoir. 0826 300 300. Continuez à nous appeler pour nous faire part des expériences que vous vivez comme ça. Peut-être des expériences de télépathie, ou peut-être justement que vous avez cette capacité à capter, vous voyez, le langage corporel. 0826 300 300. Nous sommes ensemble dans les Aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. No Doubt, c'est le nom du groupe It's My Life sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons de télépathie ce soir jusqu'à minuit avec le docteur Bernard Auriol qui est en notre compagnie et Émile qui nous appelle d'Andernos. Bonjour Émile. Allô ? Oui, bonsoir. Vous habitez une belle région, Andernos, c'est vraiment très joli. C'est à moi que vous parlez ? Oui, tout à fait, Émile. Vous êtes en direct. Ah bon, écoutez, on va essayer d'arranger ça. Alors dites-moi, vous voulez nous raconter une histoire avec votre chien, un boxer ? Oui, mais j'en ai eu plusieurs d'ailleurs. Oui, racontez-nous. Oh, c'est pas évident. Enfin, si je vous entends pas bien, vous allez m'entendre. Oui. J'ai eu, il y a déjà un certain temps, parce que je n'ai plus 20 ans, j'ai eu un boxer. J'habitais à Saint-Pierre-des-Corps, en Indre-et-Loire.
un boxer bien sûr, et le chien, quand j'arrivais, je revenais de travailler, mes enfants étaient à la maison, et bien le chien il dansait derrière la porte, il remettait son petit bout de queue, et puis il sautait, avec sa patte il voulait ouvrir la porte, et puis il faisait comprendre à mes enfants qu'il fallait ouvrir la porte. S'il n'ouvrait pas la porte, il faisait beau, il traversait le séjour, il allait sur le balcon, et puis là il dansait, il sautait, et puis il faisait voir qu'il était heureux. Et donc, il devinait votre arrivée. Comment? Il devinait votre arrivée, je dis. Ah, je suis malheureux, je vous entends pas. Ah, vous devez avoir peut-être un problème avec votre téléphone, parce que nous, on vous entend vraiment très très bien. Ah oui. Écoutez, je vais appuyer sur le téléphone plus fort. D'accord. Le chien devinait votre arrivée combien de temps avant? Oh, je sais pas, quelques minutes. Oui. Quelques minutes, je peux pas vous dire exactement. Ouais. Et vous aviez aussi, m'a dit Cyril, une histoire avec un chat. Oui. Mais c'était un petit peu différent. Bon, j'étais à manger dans la cuisine, puis le chat aussi, parce qu'il était toujours avec moi. Et puis quand j'ai fini de manger, bon, j'avais mes quelques brins de vaisselle, parce qu'évidemment, je suis tout seul. Et bien, une fois que c'était fini, je prends le couloir pour entrer dans le séjour, qui était l'habitude. Et puis, quelquefois, je disais, je vais le feinter, surtout la première fois. Et au lieu de rentrer dans le séjour, je vais prendre la porte qui est en face, puis je vais rentrer. Mais quand il est devant moi, je lui dis, il va rentrer dans le séjour, puis moi, je vais rentrer dans le bureau. Mais manque de peau, le chat, il était devant moi, mais il rentrait où c'est que j'avais pensé d'y aller. Extraordinaire, ça. Ah oui. Et ça marchait à tous les coups. À tous les coups, ça marchait. Alors évidemment, je le faisais pas trop souvent pour qu'il s'y habitue pas, mais à chaque fois, j'ai toujours été attrapé avec. Écoutez, c'est une véritable expérience que vous avez fait là. Ah, je ne sais pas, mais enfin, en attendant, c'était curieux. Oui, tout à fait. Docteur Auriol, quand j'ai posé la question à Rupert Sheldrake, je pensais sincèrement, lorsque je lui ai dit quels sont les animaux qui sont le plus peut-être doués selon vous de télépathie, je pensais aux chats. Et il m'a dit non, c'est les chiens finalement. Oui, mais je pense que je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est plus facilement les chiens, oui. Ouais. Mais de quelle manière, comme ça, est-ce que c'est vrai que les chats retrouvent assez. On raconte beaucoup d'histoires de chats qui retrouvent leur maison, par exemple, ou leur maître qui s'est déplacé, qui a déménagé, etc. Par contre, les chiens sont plus liés au maître. Enfin, c'est tout à fait courant d'admettre cela, que le chien est plus lié au maître et le chat plus à la maison. Plus indépendant, un chat est plus indépendant. Mais ça, c'était joli quand même. Enfin, c'est joli cette histoire que nous a raconté Émile Dandernos. Son chat le précédait et à chaque fois il s'est dit là, je vais le blouser, je vais rentrer en fait là plutôt que là. Et le chat non, suivait comme s'il captait sa pensée. Oui, c'est très beau. Oui, si c'est bien observé, c'est très beau. Oui. Ah oui, complètement. 0826 300 300. Continuez à nous appeler. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble si vous avez vécu comme Émile des phénomènes comme ça de télépathie avec vos animaux. 0826 300 300 dans les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit sur Sud Radio. Nous parlons de la télépathie. Une question nous est arrivée par SMS, Docteur Auriol. Est-ce que la prémonition est une forme de télépathie ? Nous demande cet auditeur. De mon point de vue et du point de vue d'ailleurs de beaucoup de chercheurs, oui, la précognition exactement est une forme de télépathie, c'est-à-dire au lieu d'être une télépathie simplement entre des personnes distantes par l'espace, des personnes sont distantes par le temps, si vous voulez. Et en particulier par le fait que ce temps concerne le futur. D'accord. Ce qui veut dire que, par exemple, Pierre peut envoyer à Paul un message, ou Paul envoyer à Pierre un message, ça c'est la télépathie. Mais si Paul envoie ce message à Pierre alors que il l'envoie 10 minutes après maintenant, c'est-à-dire que par exemple dans 10 minutes vous allez m'envoyer un message, si je le reçois maintenant, j'appelle ça la précognition. Voilà, c'est ça, d'accord. Et si je me l'envoie à moi-même, ce qui est envisageable, c'est aussi de la précognition. D'accord. Et c'est aussi la télépathie, sauf que là c'est la télépathie avec moi-même. D'accord, Nous avons Josette qui est avec nous. Bonsoir Josette. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où ? De Bayonne. Oh, une basque, bien. Oui, c'est ça. Alors, de quoi voulez-vous nous parler, Josette ? Voilà, je suis voisine d'un jeune couple qui ont une petite chienne. Oui. Et à 2 reprises, avec un certain écart entre les deux reprises, et cette petite chienne m'a été confiée
pour leur permettre d'aller passer un week-end ensemble, d'accord? D'accord. Très attachés à ses maîtres. Ouais. Cette petite chienne était très expansive et très vive et très, je dirais, intelligente. Ouais. Donc le vendredi, elle m'était remise. Tout se passait très bien. Ouais. Aucun signe elle s'adaptait très bien. Aucun signe. Or, le dimanche également, le samedi très bien. Ouais. Vendredi soir, samedi très très bien. Ouais. Arrivé au dimanche matin, son comportement était tout à fait différent. Et ses maîtres habitent sur le même palier. Oui. D'accord? Oui. Et le dimanche, alors qu'évidemment, le chien ne peut pas savoir à quel moment ou quel jour reviendront ses maîtres. Cette chienne avait un comportement tout à fait différent, attentive à tous les bruits, les oreilles dressées au moindre bruit qu'elle percevait dans les parties communes. Elle était vraiment en alerte, quoi. Complètement. C'était bouleversant, hein. Et donc, dès le matin, et ses maîtres arrivaient, les 2 fois où j'ai gardé cette petite chienne, ses maîtres arrivaient vers le milieu de l'après-midi. Ouais. Et donc, elle restait sur mes genoux, elle était très câline, et à tous les bruits, elle réagissait, mais patiente. Oui. Calme, mais très réagissante. Et quand on venait taper, on sonnait à ma porte, elle bondissait avec un cri de joie. Et lorsque j'ouvrais la porte, elle sautait dans les bras de sa maîtresse. Elle sentait que c'était eux qui venaient de frapper à la porte. Elle attendait dès le matin. Elle savait. Elle savait. C'est surprenant, ça, quand même. Il y a une espèce espèce d'horloge, un sens que nous n'avons pas, et comment dire, par rapport, et dont nous sommes bien pauvres, par rapport à des manifestations d'un animal comme ça. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous échappe complètement. Et qui, on peut peut-être l'expliquer par des spécialistes ou des gens qui s'intéressent à ce genre de choses, mais qui nous est complètement secret et qui nous laisse très admiratifs, attentifs, attendris. Et c'est formidable. Merci beaucoup Josette pour cette très jolie histoire. Au revoir. Au revoir et bon lundi Pascal à Bayonne. C'est une très belle histoire sur laquelle nous allons nous quitter. Docteur Auriol, une dernière question quand même, parce que je suppose que vous avez dans vos cartons encore une expérience en préparation concernant la télépathie. Oui, nous allons entreprendre assez prochainement une expérience dont nous avons déjà fait quelques essais préliminaires, qui consiste en ceci, c'est que on veut comparer entre des sujets si certains mots pourront mieux passer, pour ainsi dire, que d'autres. Et pour cela, nous utiliserons un test qui a été proposé par Carl Gustav Jung, qui est un test d'association de mots, c'est-à-dire qu'on va proposer une série de mots et quand on demande à la personne de répondre par un autre mot, et si le temps de réaction est long, Jung considère que ces mots nous touchent profondément, et si le temps de réaction est court, que nous avons, c'est plus superficiel. Donc là, ça va être un phénomène. Enfin, vous allez essayer de faire de la télépathie entre deux sujets avec des mots, une série de mots. Une série de mots, et surtout en comparant des mots qui auront une qualité différente, spécifique d'eux-mêmes, c'est-à-dire des mots qui les font réagir fort ou moins fort. D'accord. Et à partir de quand vous allez commencer cette expérience ? Je pense en septembre à peu près. Et vous allez sur quelle durée vous voulez faire bien sûr, on n'a pas établi carrément exactement le protocole, mais enfin on va essayer de faire suffisamment d'expérience pour pouvoir en tirer des conclusions. Et vous allez avoir besoin de sujets ? Et tout à fait. Ah, ben voilà, il faudra revenir nous en parler. J'espère bien, nous comptons sur vous. Pas de problème, on portera la bonne parole. Et j'en profite pour donner votre site internet où les gens peuvent se référer. C'est Auriol, alors AURIOL
oriol.free.fr, et là, allez directement sur le chapitre parapsychologie, hein, et ils auront toutes les informations en temps utile pour avoir besoin de sujets. Ils pourront s'adresser à vous directement et peut-être participer à ces expériences sur la télépathie. Merci docteur. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces 2 heures. Eh bien, nous arrivons au bout de cette émission des Aventuriers de l'étrange. Che se l'Orio Massarini, soutiene di forza. Les Aventuriers de l'étrange, c'est fini pour ce soir. On se retrouvera évidemment le week-end prochain, samedi et dimanche, avec 2 sujets absolument passionnants. Je pense que ce sont des sujets qui vont vous passionner autant que nous, ils nous passionnent à leur préparation. Alors samedi, nous allons ouvrir un dossier historique très intéressant. Nous allons parler des Templiers et du trésor des Templiers. Alors, qui étaient ces Templiers? Comment est-ce qu'ils sont nés? Comment cet ordre est né? Comment il a disparu? Ça, on le sait, mais en revanche, ce qu'on ne sait toujours pas, c'est qu'est devenu le célèbre et fameux mythique trésor des Templiers. Nous nous poserons donc cette question avec des spécialistes, évidemment, autour de cette table dans les Aventuriers de l'étrange. Ce sera samedi prochain. Et dimanche, nous ouvrirons un dossier dans le monde du paranormal. Vous savez que certaines personnes ont la capacité, par leur force mentale, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais de tordre des barres de métal, d'influer sur la structure moléculaire d'objets. On appelle ça la psychokinèse. Des personnes sont capables de déplacer des objets rien qu'en les regardant. Est-ce que ce phénomène s'est produit? Est-ce qu'il a été observé en laboratoire? Est-ce qu'on peut dire qu'il existe? Nous allons recevoir quelqu'un qui l'a peut-être produit, ce phénomène. Vous en saurez plus donc concernant ce phénomène qui s'appelle la psychokinèse dans les Aventuriers de l'étrange. Ce sera dimanche prochain de 22h jusqu'à minuit. Évidemment, notre répondeur est à votre disposition. Il ne dort pas 24 heures sur 24, il est là, fidèle au poste. Vous appelez le 0826 300 300, vous vous laissez guider par la voix et vous arriverez sur notre boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange et vous nous laissez soit un témoignage d'un phénomène paranormal que vous avez vécu et auquel vous voulez avoir des explications. N'oubliez pas de nous laisser évidemment vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler. Vous composez le 0826 300 300. Et enfin, dernière chose, le secret pour passer le feu. Si vous voulez le recevoir, eh bien vous pouvez continuer à nous écrire. Vous nous envoyez un courrier avec dans ce courrier une enveloppe timbrée à votre adresse. L'adresse c'est l'Aventurier de l'étrange pour nous envoyer le courrier. Les Aventuriers de l'étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse CEDEX. Je vous renverrai ce secret pour passer le feu. En revanche, je vous demande en échange de me donner votre témoignage le jour où vous l'utiliserez, que ça marche ou que ça ne marche pas. Merci à Grégory qui a signé la réalisation de cette émission, Cyril qui était au standard et Pierre Macias alias Monsieur X qui m'aide à construire cette émission Les Aventuriers de l'étrange. Passez une bonne semaine avec nous sur Sud Radio et rendez-vous le week-end prochain.